Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là pour cette leçon. Requérir l'indulgence aujourd'hui pour les 37 pratiques. On arrive vraiment, ça sent la fin là, hein, quand on requiert l'indulgence. Alors on commence avec une prise de refuge et puis on entre dans le détail de cette strophe. Sangye chö tong tsoge cho nam la chung chum parantu dani kyab su chi dagi jin soge pe su nam ke drola pinjiri sangye du parai sho. Voilà, ok. Eh bien, merci encore une fois d'être là. Donc, j'espère que vous avez tous reçu le support. Bon, parce que j'ai vu sur le message. Bon, j'ai répondu aux personnes qui avaient pas reçu les supports, mais c'était pour des histoires de versement, des soutiens. Bon, bref. Donc, normalement, tout est en ordre. Donc là, vous avez reçu. Alors, par contre, toi, Jacqueline, je t'ai pas envoyé le support. Hein, ça, c'est normal, mais bon. Tu es là en un étudiant libre, on va dire. Donc, ok. Ok. Et bonjour Claudine. Claudine qui apparaît. Zoup. Voilà, super. Donc, requérir l'indulgence, on arrive sur la fin. Requérir l'indulgence, peut-être une petite micro-introduction du requérir l'indulgence. Ça, c'est quelque chose que, ce qu'on appelle the sol en tibétain, the sol, the pas solwa. The paix solwa, c'est là, on requiert la patience. Alors, indulgence en français, parce que c'est un peu plus pratique de parler d'indulgence, mais en fait, on demande au protecteur, comme au bodhisattva, ça dépend le type de texte, ça peut aussi être, bon, en général, protecteur ou bodhisattva ou les bouddhas, bon, voilà. En l'occurrence ici, c'est les bodhisattvas. On va leur demander de l'indulgence face à toutes les fautes qu'on aura pu commettre. Et ça, c'est quelque chose, le the sol, the pas solois, c'est quelque chose de très commun. Dans beaucoup de rituels, on aura des prières que l'on va réciter à la fin pour prendre acte des imperfections qui sont les nôtres et puis pour requérir l'indulgence. Donc voilà, on est dans ce cas de figure ici avec the parasolois, the sol. Hein. Là, ça c'est une construction intéressante. Je suis d'ailleurs pas sûr que je vous l'ai mise dans la liste de vocabulaire sous cette forme, je sais pas, je m'en rappelle pas. Voilà. Ok. Alors, on va faire notre petit exercice que j'aime bien, qui consiste à prendre quelqu'un qui devient lecteur, lectrice. On lit 3 fois la strophe, soit la même personne lit 3 fois, ou on peut changer si, pourquoi pas. Et l'idée étant, pour la personne qui lit, d'essayer de sentir le sens au moment même de la lecture, et pour nous, de percevoir le sens au moment de l'audition. C'est pour ça que la lecture doit être lente, sentie, consciente. Elle ne peut pas être mécanique, parce que là, pour aider à la compréhension, il faut qu'on puisse percevoir le sens. Donc voilà. Qui se lance dans l'exercice? Je vais bien essayer, il y a longtemps que j'ai pas lu. Eh mais c'est super, Richard. Très bien. Je me suis dit qu'un ange passerait plus longtemps, mais non. C'est déjà, la réponse a déjà fusé. Voilà, super. Vas-y Richard, on t'écoute. Je vais peut-être zoomer encore un peu, que vous voyez bien à l'écran. Vous voyez tous bien à l'écran? Ok, très bien. Du coup, il manque un petit bout. Voilà, Ah, il te manque un petit bout? Non, non, ça va, c'était juste les vignettes que j'ai enlevées. D'accord, ok. Ah oui, donc je rappelle que vous pouvez épingler. Vous épinglez ma vignette. Si vous l'épinglez, vous l'avez en grand, hein, sur votre écran. Voilà. Richard, on t'écoute. Allez. Un kyang, gyese chepa, lapchenam, lomen datre, timpak, kawechir, teltang madrel, lasok, nyepetsok, tampa namki zepar, zetus. Très bien, bonne lecture. Alors, je vais... Ok. On va laisser un moment pour, voilà, un petit peu d'intégration. Idée d'y aller tranquille. Et maintenant, je vais te demander de relire. Alors, simplement peut-être un poil plus lent, histoire qu'on ait le temps, que toi aussi tu aies le temps de te mettre dans le sens. Parce qu'il y a vraiment l'idée de l'exercice, c'est quand tu dis par exemple un kang, idéalement,
tu captes le sens et tu te mets dans le mood où tu le sens. Unkyang, etc. Donc, évidemment, c'est un exercice pas simple parce que c'est écrit d'une manière versifiée. Et là, je vous demande de faire un exercice de lecture en prose. Donc, évidemment, c'est un exercice, c'est une gageure un peu. Mais essayons quand même. Recommence, nous, on se concentre. Unkyang, Gyaltse Chepa, Lapchen Nam, le Men Daktre, Pingpak, Kawechir, Keltong Madrel, Lasso, Nyepe Sok, Tampa Nam Kiz Par, Zetus. Très bien. Ok. Peut-être que pour les uns, pour les autres, il y a déjà des mots qui sont en train d'apparaître, leur sens est en train de venir. Et là maintenant, donc, alors, la troisième lecture, Richard, celle que tu fais les yeux fermés parce que tu as tout mémorisé lors des deux premières. Non, bien sûr que non. Vas-y, tranquille. Mais cela dit, quand on fait un exercice de mémorisation, c'est beaucoup plus facile de mémoriser quand on connaît le sens. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que alors, mémoriser quand on ne connaît pas le sens, ça, c'est encore plus difficile. Donc, cet exercice de lecture participe aussi de l'apprentissage de la mémorisation de la strophe. On y va. Unkyang, Gyaltse Chepa, Lapchen Nam, le Men Daktre, Pingpak, Kawechir, Keltong Madrel, Lasso, Nyepe Sok, Tampa Nam Kiz Par, Zetus. Très bien. Ok. Par exemple, à la fin, Tampa Namki, là tu peux faire une petite pause, parce que tu as un ergatif instrumental. Tu as un ergatif, on va dire. Donc c'est la marque de l'acteur. Donc on sait forcément que ce qui précède, c'est l'acteur. Donc dans ce cas, Tampa Namki, je parle tout seul. Hein. Ça peut, je parle tout seul. Ça peut aider. Ici, de la même manière, Galtang Madella So, et là tu peux faire une petite pause. Pourquoi tu peux faire une petite pause? Parce que en tibétain, dans une version non versifiée, c'est-à-dire où l'on dit toutes les syllabes, comme d'ailleurs on le voit dans le commentaire, qui aide bien à comprendre. Moi, ça m'a aidé à comprendre le Madel. Je voyais pas très bien, littéralement, je voyais ce que ça voulait dire, mais Madel, je captais pas très bien. Alors que dans le commentaire, c'est très bien expliqué. Mais pour dire que, ici, c'est la sopa, en général. La sopa, lasso. C'est pas le lasso de lasso. Hein, c'est pas le lasso affirmatif du genre, ah oui, bien sûr, d'accord, lasso. C'est pas celui-là. Hein. Ça, c'est la sopa. Pardon, Richard. Etc. Ici, c'est etc. Donc, lasso, tu peux faire une petite pause. Donc, galtang madel lasso, niepetso. Hein, niepetso. Voilà. Après, niepetso, très bien. Mais avec ceci, peut-être d'essayer un poil de marquer les aspirantes, c'est-à-dire les lettres expirées ou aspirées. Bon, il semblerait qu'en français on dise les lettres aspirées, mais pour moi c'est des lettres expirées vu qu'on expire. Mais bon, je sais pas, ça doit être ma déformation personnelle. Bon, bref, quand il y a une lettre aspirée ou expirée, donc tanaro tso kasa tso, donc niepe tso, hein, niepe tso. Donc faire qu'on entende un peu plus l'expirer. À part ça, très bien. Alors, donc voilà, Richard a fait le lecteur, maintenant nous avons fait les auditeurs. Donc, y a-t-il un sens perçu comme ça par les uns par les autres, tac, qu'arrive? Les mots, on va dire les mots un peu clés qui, zoup, tout de suite, on les entend. Oui, Myriam. C'est juste une petite confirmation sur la prononciation de oui. deux termes. Mm-hmm. Sur la troisième ligne, tu disais Galtan.
Et d'emblée, j'aurais dit plutôt Gel Tang, mais je voulais savoir. Tu as Ça tout à fait illustre raison. aussi. Non, mais c'est-à-dire que là, on est typiquement dans les particularismes tibétains. Parce que Galwa, tu as raison, Ao Gala Gel. Normalement, la règle, Ao Gala Gel. Parce que le la, sa, da, na, les quatre suffixes qui changent le A en E, ou en E, O en E, I reste I, R reste R. Ça, c'est la règle, qu'on connaît par cœur ou pas. À force, je la connais par cœur. Mais donc, Ao, Gala, Gel, oui, mais souvent, on entend Galwa. Et Galwa, c'est le fait de... Bon, alors voilà, maintenant, cela dit, on passe d'une région à l'autre, ça change. Mais j'ai souvent entendu gallois. Alors cela dit, il ne faut pas non plus mettre ça dans le béton en se disant ah bon d'accord, on dit gallois puis c'est vraiment gal, parce que vous pouvez très bien entendre une fois gallois. Hein. Donc il faut rester souple là-dessus. C'est peut-être moi qui le dis comme ça. J'aurais de la peine, n'étant pas tibétophone, de vous dire non, absolument dans tous les cas, on prononce ça gallois. Ça, non, je ne prends pas ce risque-là. Mais ta remarque, donc, est tout à fait pertinente parce que c'est vrai que normalement, on devrait dire gallois. Tout à fait. Mais, par exemple, dans une phrase typique, je veux dire, quelqu'un veut faire quelque chose et puis tu veux lui dire, ouais, il n'y a pas de problème, c'est pas en contradiction, ça va. Tu dis galwa mindu. Galwa mindu. Mais c'est pas non plus, c'est un galwa mindu, c'est pas un A franc, c'est pas galwa, c'est galwa, les sons, des fois même le I peut ressembler à un E en tibétain. Le yin, quoi, je veux dire, ouais. Bon, mais de toute façon, ça, on s'en sortira jamais. Ça, c'est l'usage. Hein. C'est comme ça. Quoi, on s'en sortira jamais. Si, bon, mais bon. Voilà. Ok, en tout cas, gallois, contradiction. Un contraire, quelque chose qui est contraire. Hein, ça, c'est un geste que les Tibétains vont faire. Ils vont te montrer comme ça. Ça, c'est le geste habituel pour dire en contradiction. Gallois. Donc, tu mets tu mets les dos des mains l'une contre l'autre pour dire ça, c'est en contradiction. Ça, c'est souvent un geste que tu vois faire. En tout cas, la Matenzong, lui, faisait ça. Hein. C'est peut-être les vieux Tibétains, mais peut-être que les jeunes, ils font pas comme ça. Maintenant, ils font un truc différent, mais bon, j'en sais rien. Voilà. Ok, voilà pour Gallois. Alors, la question reste valide. Y a-t-il des mots qui vous apparaissent d'une manière évidente? Sylvia. Ah non. Tampanam. Vas-y, oui, Myriam, bien sûr, après. Sylvia, oui. Pardon. Non, mais je t'en prie. Tampanam, les êtres Tampanam, saints. bravo, bon réflexe. Tampanam, les êtres saints, absolument. Tampa, tu trouverais quelque chose avec Tampa qui te fait penser à une association de Tampa avec quelque chose très très classique. Hein. Hyper classique. Tu? Ouais, très bien. Et dans ce cas-là, tu vois, tu t'es fait hop. Aïe, 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 elle a dégonné, Tsering. Non, il n'y a pas de Non, souci. non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, mais Tsering, dans ce cas-là, si tu donnes la formule complète. Tamchu, c'est le Sandharma. Tamche, très bien. Tampeche, Tampeche, hein, Tampeche, Tamche. Tamche, c'est un prénom aussi, hein, Tamche. Ah. Hein, Tamche, c'est un prénom, on entend souvent, hein, Tamche. Oui, oui. Tampeche. Alors, après, attention, tam, c'est un son bas et expiré. C'est comme vous le verriez dans le mot livre. Tep, tadembu teba, tep. Ça, c'est toujours, pour nous, c'est un peu critique, hein, parce qu'il faut vraiment réussir à se dire, ouh, attends, le ta, le ta, c'est une lettre basse expirée. Hein. Ça, c'est aussi des indications utiles pour Jacqueline, hein, pour la prononciation, pour affiner. Ça, c'est vraiment... Alors, hier, dans le cours débutant, je disais, ce que je vous dis tout le temps à tous, mais d'avoir des mots-clés. Pour moi, le mot-clé qui m'indique un exemple de prononciation juste de ta, c'est tep. Le livre, tep. Tout simplement parce qu'une fois, j'étais à Rumtek au Sikkim et je faisais du tibétain avec le jeune ado de la maison. Puis il m'entendait dire dep,
Dep. Il me dit, mais Dep, c'est quoi Dep, quoi? Pour lui, Dep, ça voulait rien dire, quoi. Après, je lui montre, je lui dis, ouais, bah, ça, quoi, cette lettre, Dep. Il me dit, mais c'est pas Dep, c'est Tep. Et donc, ça m'est resté. Ça, c'est un exemple de mot-clé. C'est-à-dire, du coup, tu te dis, ah, ok, la prononciation du ta, c'est comme ça. Ce qui fait qu'après, tampa, c'est la même chose. Tampa. Bon, ça vous empêchera jamais de lire, ça c'est certain. Mais si vous écoutez ensuite des enseignements, vous voulez essayer de repérer le sens, il y aura toujours le contexte, c'est vrai aussi, mais c'est bien de savoir tampa. Tampanam, bravo Sylvia, tampanam, les êtres saints, impeccable. Évidemment, nam, hein, Sylvia, là, il n'y a plus, voilà, c'est facile. Est-ce que tu pourrais trouver un autre mot qu'on appelle mangtsik en tibétain, les mots de quantité? Y en aurait-il un autre qui s'utiliserait pas trop, mais qui pourrait quand même? Sylvia, penses-tu à quelque chose? Nam. Non, il y en a un autre. Mais non, mais Il y à en a part un Nam, autre. ouais, à part Nam, Il y en a un autre. j'appelle les collègues. Ah ouais, et là je vois, il y a. La sopa. Non, 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 C'est une appellation, non, mais non. non, je pensais que tu l'aurais, non. Tamché? Tamche, ouais, ok. Je pensais pas à ça, parce que je pensais vraiment à un équivalent de Nam. Thibaut? So comme dans Kerang Tso. Bravo, Tso, tout simplement, Tso, Tso, hein, Tso, c'est très bien. C'est pour ça que je vous pose ces questions, parce que maintenant, à votre stade, vous avez assez de mots pour faire des liens. Et c'est en faisant des liens dans des contextes différents, etc., que vous allez enrichir et solidifier votre connaissance, vraiment. Donc, très bien, Tamba. Tu peux dire Sangye Tso, tu peux dire les Bouddhas, hein. Tso, tu peux l'utiliser. Nga Tso, Ngarang Tso, Kerang Tso. Hein. Tso, c'est la marque du pluriel, donc vraiment possible. Très bien. Ah, il y a, je pense, Natalia. Oui, Natalia nous rejoint. Coucou Natalia, on ne te voit pas encore, mais bienvenue. Ah, ça arrive, ouais. Ah, et puis il y a Fabien aussi. Coucou Fabien. Voilà, super. Alors, voilà. On en était où? Oui, alors, oui, le nam, hein. Tampa nam qui peut être tampa tso éventuellement. Mais c'est sûr que le nam est très poli, pour dire pluriel, hein. Voilà. Ok. Un autre mot qui, parmi tous ces mots-là? Les mots évidents. Chepalapchen? Ah, très bien. Ah oui, alors ça c'est du lourd là. Bon, le nam c'est évident, hein. Mais Chepalapchen. Alors, Florence, dis-moi ce que t'en penses de Chepalapchen. Chepa, c'est la conduite. Très bien, Chepa la conduite, ouais. Et Shell, c'est grand. Mhm. Et là, on le retrouve très très souvent dans les prières. Oui. Et tu le traduirais comment? Ah, j'ai lu ta traduction, donc... Ouais, bien sûr. Ok, ouais, tout à fait. Bon, je me suis forcément inspiré des dictionnaires, on est bien d'accord, hein, j'invente pas tout ça, mais l'aptienne, oui. Alors tu dis, on voit ça souvent dans les prières, sous quelle forme dans ce cas-là, Florence? Shinkilap. Bravo, Chinlap, hein? Et lappa, ça veut dire quoi, lappa? C'est justement ça, c'est traduit par la grâce de... Oui, bien sûr, mais lap, ça veut dire ça veut dire entre autres, ça veut dire la vague, c'est-à-dire le flot, la vague. Il y a quelque chose de, hein, un chinlap, c'est une grande vague de générosité. Il y a quelque chose, il y a un don, alors il y a l'idée dans l'aptien. Pardon, Florence. Dans le prière de dédicace. Oui. Ça m'évoquait Kegana, enfin... Kieganachi. Bravo, bravo, mais ça c'est excellent. Là, alors Florence, précise un peu, prière de dédicace, c'est celle qu'on récite à la fin? Oui, c'est ça. Très bien, non, c'est juste pour que tout le monde ait bien compris de ce dont tu parles.
Ok, donc, et, Les vagues de la naissance, de la vieillesse et de la maladie. ouais, et tu dis ça comment en tibétain? C'est Ke Gana Balap. Keganachi Gibalap. Hein? Keganachi Gibalap. Donc les vagues dans ce cas-là, les vagues de naissance, vieillesse, maladie et mort. Hein? Keganachi Gibalap dans la prière de dédicace. Très bien. Mais ici, l'Aptien, on pourrait le comprendre comme il y a quelque chose de l'ordre de l'amplitude. Et il y a quelque chose de très ample, très vaste, très grand. L'Aptien, c'est comme... mais on comprend d'ailleurs dans l'idée d'une vague, c'est une masse d'eau qui t'arrive dessus, quoi. Je veux dire, c'est un peu, quoi, voilà, c'est le truc immense, c'est le mur, quoi. Donc, l'Aptien, pour dire, il y a un espèce de, ouah, de gros flux, de quelque chose, voilà. Et donc là, tu veux pas l'Aptien Nam. Alors, par contre, vu qu'on est là-dessus, Florence, comment tu m'expliques le Nam ici par rapport, tu veux pas l'Aptien? Donc c'est le pluriel. Et c'est le pluriel de quoi pour le coup? Tu vas voir où je vais en venir après. Je dirais le pluriel des bodhisattvas. Bravo, très bien. Parce que le nam, là, on voit très bien qu'on n'est pas en train de dire si c'était Chöpa Lapchen Tso, alors là, pour le Tso, tu pourrais utiliser, parce que c'est, on pourrait dire une quantité de grande vague à la rigueur, d'accord? Mais quand tu dis nam, tu sais que tu parles forcément d'une personne. Donc, en fait, c'est une façon ici de comprendre que Chöpa Lapchen, en fait, c'est un qualificatif. C'est-à-dire, c'est un attribut qu'on donne à quelqu'un. C'est du genre le grand vainqueur, le grand tueur de dragons, si on pense à Saint-Georges, n'importe. Ça veut dire que c'est une action qui va qualifier l'individu. Le grand découvreur, hein, la grande découvreuse. Donc voilà, un nam ici, ça veut dire que Gyaltse Chöpa Lapchen. Gyaltse Chöpa Lapchen nam. Et c'est ça, bon voilà, mais ça c'est, ok. C'est pour dire que du mot, on arrive à la structure aussi, hein. Ça nous donne des indications de ce genre. Voilà. Oui, bien sûr, Paul John. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux? Mais beaucoup mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un miracle dans l'ordinateur? Oh, mais qu'est-ce que, alors là, tu peux même être dans une position normale, t'es pas obligé d'être collé à ton écran, tu peux parler, ben voilà. Mais voilà, on t'entend parfaitement, quel bonheur. Voilà. Donc, dis-nous, Paul John. Alors, oui, alors j'avais aussi pensé à la dédicace et je me demandais quelle était la différence entre Balap et Lap. Est-ce que Balap, c'est seulement vraiment une vague? Ouais. Est-ce qu'on voit aussi que Lap, on peut écoute, écoute, tu sais, j'ai pas, là je patine, donc je vais aller regarder dans mon dico, parce que le dico, lui, il sait beaucoup mieux que moi ce qu'il en est de cette histoire-là. Alors, on va regarder l'app. Alors, évidemment, comme je vous dis, ça veut dire vague, ça, jusque-là, voilà. C'est intéressant de voir ici, hein. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je zoome, vous voyez bien? Je zoome un max, je peux pas définitivement voilà. Vous avez wave, donc là c'est du Wiley, hein. Bon, alors là, avec le stylet, je peux rien surligner, hein. Donc, faut regarder comme vous pouvez. Donc, vous avez RLABS, ça c'est du Wiley, hein. Le Wiley, c'est un système de translittération pour être absolument certain de l'orthographe. Et vous avez deux sens. Vous avez waves, radiation, donc le terme général pour une vague de n'importe quelle sorte. Par exemple, chulab, balap. Hein? Chulab, balap, bon alors ça c'est, voilà, c'est vague. Donc chulab, balap, voilà. Voilà. C'est intéressant. Chulab, balap, c'est water wave. Hein? Donc c'est une vague d'eau. Hein? Hein? Ou energy wave. Hein? Bien sûr, Chinlap, hein, c'est intéressant de comprendre que le mot bénédiction... Hein? Chinlap. Oui, bien sûr. Oh, oui. Oui, yes. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire parce que c'est une vague d'énergie. C'est d'une vague d'énergie qui t'arrive dessus. C'est un flot.
il y a vraiment l'idée du liquide dedans. Hein. C'est une vague, c'est une masse, c'est quelque chose. Nous, bénédiction, c'est pas facile de se le représenter en français. D'ailleurs, on ne sait jamais très bien ce que ça veut dire comme ça. Mais Chinlap, d'une certaine manière, un flot d'énergie, c'est plus facile à comprendre. Hein. Un flot d'inspiration, ben voilà, bon bref. Donc voilà, là, le commentaire de Tony Dove, c'est vraiment un excellent dictionnaire. Ce terme est aussi utilisé pour recouvrir certains types de radiation, mais aussi l'idée d'une vague de moins d'importance comme une radiation d'énergie, par exemple. Et puis sinon, deuxième sens, c'est tremendous. Donc une grande vague de, c'est-à-dire vraiment quelque chose de mirifique. Et là, on est dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, les exemples qu'il donne ici, c'est Chenlapsume Jikten Mitié. Bon, voilà, un traducteur d'une incomparable force ou de connaissance. Donc, on est dans cette idée-là, dans quelque chose d'une activité ici, Chopal Laptien. Ça veut dire que l'activité des bodhisattvas, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et on va retrouver ça d'ailleurs dans un mot très intéressant ici, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc, ici, on est vraiment dans l'idée que les activités des bodhisattvas, elles sont vastes, elles sont gigantesques, comme une grosse vague. D'accord ? Donc, on est dans, bon, évidemment, il n'est pas en train de parler de la vague des activités, mais il y a le sens derrière, c'est-à-dire ce flot impressionnant d'énergie déployée par les bodhisattvas. Voilà, donc là, très bien. Je crois qu'on a fait le tour avec Balap. Ça répond un peu à ta question, Palbe ? Ouais ? Ok, bon, très bien. Donc, Chinlap, Balap, Lapchen, vous voyez. Alors, ça c'est typique d'une situation où à partir d'un mot, exactement comme on vient de le faire, à partir d'un mot, on pourrait dire racine, hop, vous tirez votre fil, vous faites votre mind map, et vous avez à partir d'un mot différents sens, différents contextes, et ça c'est super de faire parce que après, voilà, ça construit votre connaissance. Alors. Pourquoi c'est traduit parfois par accorder votre grâce, là tout seul? Je sais pas, parce que là c'est l'éternelle question, Florence, du rendu en français. C'est-à-dire le rendu en français, il n'y a rien qui spécifie qu'on doive dire comme ci ou comme ça. C'est pour ça que, pour l'instant, la traduction en française n'a pas encore été précisée, alors qu'elle l'a été en tibétain. Il faut savoir qu'il y a eu des réformes, par exemple, d'orthographe en tibétain qui se sont produites aux alentours, je n'espère pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était aux alentours de l'an 1000, il y a eu une grande réforme de l'orthographe où, bon, c'est vrai que de toute façon, là, c'était une telle entreprise culturelle hallucinante de traduire tous les textes bouddhiques en sanskrit, de les traduire en tibétain. Donc là, il faut se souvenir que souvent, il y avait 2 pandits indiens pour un traducteur tibétain. Donc, ils travaillaient en trio, la plupart du temps, pour traduire les textes. Donc, au bout d'un moment, les rois, ça s'est déjà fait avant, d'ailleurs, avant la deuxième phase de diffusion du Dharma au Tibet, les rois ont systématisé. Ils ont demandé, on va dire les autorités du Tibet, bref, avant ou après le Dharma, mais ils ont demandé que soient systématisées les traductions. Ce qui fait qu'ensuite, les mots tibétains désignaient des mots sanscrits, et puis voilà, on ne déviait pas tellement de ce sens-là. En français, on n'en est pas du tout à ça. Hein. C'est-à-dire que Chinlap, est-ce qu'un jour on dira vague d'énergie? Est-ce qu'on dira bénédiction? Est-ce qu'on dira grâce? Ça, je ne sais pas. Donc, le rendu en français, pour l'instant, c'est pas très net. Hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir des grandes différences de traduction. Parfois même, moi ça m'arrive, hein, tout à coup je lis une traduction, puis je me dis, mais de quoi ça cause? Je vois pas. Par exemple, le véhicule universel, j'ai vu ça l'autre jour. Je me suis dit, c'est quoi le véhicule universel, quoi? En fait, c'est le Mahayana, le grand véhicule, pour le traducteur qui a décidé de parler du véhicule universel. Why not, hein? Je dis pas, hein. Mais vous retrouvez des tas de problèmes de ce genre. Pour les kleshas, c'est fascinant. C'est les émotions perturbatrices, les affections mentales, enfin, voilà.
Ouais, on peut retrouver 15 choses. Voilà. OK. Pour ça. Un autre mot qui vous apparaît nettement, le sens. Claudie n'a pas du tout entendu, Natalia non plus, Je Cathy n'y ai non pas, mais je ne plus. sais pas si c'était déjà dit quand je suis arrivée en décalage. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais Il dire? n'y est pas. Il n'y est Comment? pas. Comment? Il n'y est pas. Très bien, très bien, très bien. N'y est pas. Parfait. N'y est pas, ça veut dire? Faute. Bravo, bien sûr. N'y est pas. Et donc, n'y est pas Les fautes. Oui, mais l'ensemble Oui, des fautes. un rassemblement des fautes. Ouais, merci beaucoup. C'est beaucoup mieux. Évidemment, si c'était tso, tsanaro tso, ça vient certainement de là. Hein. On peut absolument penser que là, il y a un rapport historique dans le mot. Mais non, tso, tsanaro tso, kasa tso, c'est l'ensemble des tso. Est-ce que tu me donnes une autre situation où tu retrouveras tso? Alors, comme ça, il n'y a forcément rien qui me vient. Hein. Un truc comme, par exemple, les 6 consciences, tu dis ça comment? Thibaut qui se dit, ouf, là, on dit déjà ça comment, là? Ouais, voilà, Thibaut. Hein, non, Thibaut, là, il croche, il se dit, waf, non, là, je vois pas, quoi. Je pensais à Tsokichok. Non, l'ensemble des 6 consciences. C'est mais je pense pas que. Si, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Tsoni, par exemple, Tsoni, les 2 accumulations. Tsoni, hein, Tsoni. Ça, c'est un mot. Ça, c'est très facile, hein. Quoi, c'est très facile. Bon, disons, Tsoni, les 2 accumulations. C'est quoi les 2 accumulations? Tsoni, on a vu ça, hein. Jacqueline qui veut le dire, mais Jacqueline, faut ouvrir le micro. Hein. Ah non, d'accord, pas de problème. Comme vous voulez. OK. Tsoni, ça veut dire quoi? Accumulation de mérite et de sagesse. Bravo. Et Cathy, c'est ce que tu voulais dire aussi? Très bien. Et si tu le dis, Cathy, en tibétain, ça donne quoi? Ah, je t'entends pas. Senamso? Ouais, Senamso. Disons, en tibétain, on ne le dirait pas comme ça. Hein. Mais c'est presque juste. Il manque juste un petit élément grammatical qu'on adore. Senam, Petso. Alors, vers l'autre, alors, Gewetso. Oui, mais Gewetso, il y a dans le Gewetso, il y a le petit élément grammatical que j'attendais dans le Tsunamtso. Senam Petso. Senam Kitso. Kitso, voilà. Senam Kitso. Hein, Senam Kitso, c'est-à-dire le génitif. Hein, Gewetso, Senam Kitso. Mais tu l'as très bien dit, Gewetso. Hein, l'accumulation de vertus et puis l'accumulation, mais idéalement, il faut plutôt dire, dans ce cas-là, Senam Kitso, Yeshe Kitso. Pourquoi? Parce que c'est l'accumulation Senam de la disposition positive ou des qualités, hein, donc toutes les qualités qu'on voudra, les 5 premières parmi les 6 paramitas, et puis ensuite à la deuxième, c'est-à-dire Yeshe Gitso, qui est la dernière des paramitas, la sagesse. D'accord? Donc ça, c'est nos Tso-Ni, les 2 accumulations. Voilà, simplement un exemple avec Tso. Et pour revenir à ma question, Natalia, Namshe Tso-Tuk, les 6 consciences. Hein? Namshe Tso-Tuk. Namshe Tso-Tuk. Tout simplement. Voilà. C'est simplement qu'on va chaque fois utiliser, et c'est intéressant, chaque fois qu'on utilise le terme de Tso, ça signifie un ensemble de. Hein? D'accord? Très bien. OK. Un autre mot? L'omen. Très bien. Et l'omen, ça veut dire, Myriam? Les esprits inférieurs. Yes, les esprits inférieurs. Ouais. En fait, je m'en suis souvenu. En fait, c'est le men dont je me suis souvenu. C'est par rapport à l'exemple que donnait Annie dans une des leçons précédentes de Kiemen. Eh oui, là, ça fait mal. Là. Et en fait, ça m'a tellement interpellée que voilà. Comme quoi, parfois, on retient du vocabulaire pour des raisons un peu... Exactement. Non, mais c'est une bonne raison, en l'occurrence, parce qu'effectivement, ça marque la conscience et du coup, on s'en souvient. Tu as raison, mène pas. Hein. Vous retrouvez ça, par exemple, dans Tekmen, le petit véhicule, hein, le véhicule inférieur.
Tegmen, hein, Tegpa Menpa, hein, le petit véhicule. Nous, on dit petit en français pour adoucir, mais en fait, c'est inférieur. Donc, men, c'est un peu rude. Hein. Et Kiemen, aujourd'hui, alors, encore une fois, je pourrais pas le certifier absolument. Ça, c'est des gens comme Françoise Robin qui pourraient le dire, qui est vraiment une très grande tibétologue à Paris, à l'INALCO, et qui connaît bien les usages du tibétain moderne et parlé. Moi, j'ai l'impression que j'entends très rarement parler de Kiemen. J'entends plutôt parler de Pumo. Kiemen, dans le sens, ça s'utilise encore peut-être, par exemple, pour l'épouse, dans un contexte de époux-épouse. Mais pour parler d'une femme, je sais pas, hein, de nouveau, hein, j'irai peut-être pas trop loin, mais c'est possible qu'il y ait quand même des Tibétains qui se disent que c'est un peu fort de café de parler de Kiemen. Mais bon, cela dit, j'espère, Myriam, que c'est bien clair le pourquoi du Kiemen quand même, le contexte historique. Oh, oui. Bon, heureusement, non, parce que sinon... Mais à part ça, très bien. Maintenant, l'eau, sur l'eau, tu peux me dire quoi là-dessus? Particulier, je sais pas trop. Enfin, moi, ça me... Ok, je vais te donner... jaune, par exemple. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors donc, je te pose une petite colle. Si je te dis, tu me dis la différence entre l'eau, entre yi et entre sem, ça veut dire quoi? Comment tu te débrouilles avec ça? Effectivement, c'est un peu une colle pour moi. C'est un peu une colle, ok. Alors, par exemple, on va prendre sem, ce serait juste, on va simplifier. Différence entre sem et différence entre sem et l'eau. D'emblée, sem, j'ai plutôt tendance à le traduire par penser, plutôt que, enfin, le verbe penser ou pas mal. Que par esprit, mais bon, après, c'est pas... Ouais, non, mais très bien. Ouais, c'est bien. Penser, tu peux te permettre de dire esprit dans le sens de conscience, avec sem, par exemple. Mais tu as raison. Sampa, ça sera une pensée. Si tu veux dire une pensée, sam. Maintenant, si tu veux dire penser, du genre le verbe penser, ça sera sam, samgidu, samgimindu. Hein, je pense, je ne pense pas. Donc là, on est dans le sens de sem. Très bien. L'eau, on le réservera à quoi? Par exemple, réfléchir. Vous connaissez le verbe réfléchir? Samlotan, bravo. Samlotan, Natalia. Samlotan, le verbe réfléchir. Et pourquoi? Parce que le lot, personne ne sait? Je vous dis ou pas? C'est le mental? Intelligence? Ouais, c'est plus juste, Natalia, bravo. C'est pas faux ce que tu dis, Florence, mais effectivement, l'eau a le sens de quelque chose de l'ordre de discursif, surtout. Donc, mental, on préférera utiliser le terme yi, mais ici, l'eau dans le sens de réflexion, dans le sens de pensée, dans le sens de tout ce qui est discursif. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs on dit lo jong, parce qu'on entraîne l'esprit discursif et non pas le sem, mais l'esprit discursif. C'est différent. Voilà. Bon, bref, c'est simplement pour enrichir le contexte. L'omen. Pourquoi? Parce que ce que je viens de vous dire là, ça dit bien que l'omen, c'est quelqu'un dont les facultés intellectuelles, pourrait-on dire, et non pas mentales, mais intellectuelles sont faibles. L'omen. L'eau mène pas. C'est pour ça qu'on dirait jamais sem mène pas. J'ai jamais vu utiliser le terme de sem mène pas. C'est pas imaginable. Pourquoi? Parce que sem, ça fait immédiatement référence d'une certaine façon, en tout cas on peut le penser, à la nature de l'esprit. Et donc tu pourrais pas dire, tu peux dire sempa chenpo, oui, dans le cas d'un bodhisattva, mais tu pourrais pas dire sem men. Un esprit inférieur, ça serait très étrange de dire ça. Par contre, l'omen, oui, parce que l'omen, ça veut dire une faculté intellectuelle qui est faible. Et ça marche très bien, l'omen. Voilà. Donc, c'est des petites différences, mais importantes dans la traduction. Hein. Si vous qualifiez l'eau d'esprit, bon, vous n'êtes pas dans le sens. Ok. Un autre mot. Il y aura une expression sur laquelle on reviendra qui est très intéressante. Mais d'abord. Donc l'eau dans Losang, dans le nom Lo Sangpo.
Ok, Lobsang, Lobsang. par exemple, Lobsang, ouais, Ouais, Lobsang, c'est ça. ouais, Lobsang. Oui, 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 oui. Eh ben, dans ce Alors, cas-là, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ben, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a des bonnes pensées, qui a une bonne réflexion. Ça veut pas forcément dire quelqu'un qui a un intellect brillant. Mais, bon. Après, quelqu'un de très intelligent, on dira l'ode, par exemple. On en prendra plutôt le terme de l'ode. Mais bon, voilà, il y a pas non plus des limites très, très nettes tout le temps. Hein. On pourrait dire que c'est des groupes de groupes de sens. Mais c'était et puis juste pour... Rigpa, Comment? Rigpa? Rigpa, Rigpa, tu dis. oui. Ah, ça c'est encore autre chose alors. Rigpa, c'est... Ouais, Rigpa, c'est un drôle de terme. Suivant le contexte, il peut faire référence vraiment à la nature de l'esprit, Rigpa, à la différence de Marikpa, hein, Rigpa, Marikpa. Hein, là, on trouve, on va dire, un couple d'opposés. Et donc, ignorance et connaissance de la véritable nature de l'esprit. Mais Rigpa, c'est aussi réfléchir. Dans certains contextes, on va l'utiliser comme ça. Donc, ouais. Oui, ils ont beaucoup de termes pour Énorme. décrire les différents aspects Aïe, de aïe, aïe. l'esprit. Ah, ça, Et c'est... nous, on a beaucoup moins. Hein. Beaucoup moins. Non, non, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ben, on voit, ils ont mis une immense, quoi, culturellement, toute l'importance a été donnée dans la compréhension de l'esprit, les phénomènes mentaux, quoi, voilà, évidemment. Tout à fait. Alors, voilà, encore d'autres, oui. L'odreux. L'autre, bien sûr, l'autre, tout à fait, pour l'intelligence. Et le tang. Alors, le tang, alors ça, c'est autre chose. Alors, le tang. Ah, Non, non, mais c'est très intéressant parce que c'est l'eau aussi, mais attention, ça veut dire palatalanarolo, ça le. Et tang, ça veut dire envoyer, lâcher. Donc le tang, ça veut dire lâcher. Mais lâcher avec l'esprit, c'est-à-dire avec l'esprit dans le sens du mental. C'est-à-dire quand tu te fais des soucis, par exemple, ben en fait, tu t'accroches à tes pensées. Donc là, le tang, ça veut dire lâche. Lâche, mais lâche dans le sens avec l'esprit, avec le mental, quoi. Lâche. Hein, le tang en tibétain, hein, le tang. Ok, y a-t-il d'autres mots là? Et après, on va faire un peu quand même l'analyse de la strophe parce qu'on n'est pas encore fait. Un autre mot qui vous... C'est timpa. Yes, ben, j'espérais bien qu'on arrivait là quand même. Timpa kawe chir. Et ça, c'est très particulier. Alors, cela dit, ça, je ne vais pas vous mentir, je pense pas l'avoir vu une fois. Moi, en tout cas, moi, je le connaissais pas. Hein. Après, on trouve souvent dans des pratiques préliminaires, traduites par profond. Oui, bien sûr, mais l'expression Tingpakawa, ça, je connaissais pas l'expression. Ça, si tu la trouves dans les pratiques préliminaires, c'est possible, mais c'est possible. Ting, oui, bien sûr. Ting, vous savez ce que c'est ting. Oui, Tsering a l'air de savoir. Pardon? Profondeur, c'est pas profond, profondeur. bien sûr. Et tu retrouves ça dans quel mot très classique? Natalia, dans quel mot très classique tu le retrouves? Bon. Tingzin? Oui, tingzin, samadhi. Samadhi, ça veut dire on se maintient dans la profondeur. Hein? Tingé, hein? Ting sapo, très profond. Hein? Ting sapo. Donc ça, c'est des termes très fréquents. Hein? Maintenant, pak et kawa. Kawa, ça veut dire quoi? Kawa. Difficile. Bravo. Difficile, bien sûr. Et pak, ça vous fait penser à quelque chose? Ça, c'est un peu plus... Estimer, par contre, évaluer, estimer. Ouais, parce que ça, c'est pas évident. Évidemment, le tout ensuite signifiera il est difficile d'estimer, mais pak, ça fait penser à paktse, et paktse, ça veut dire la distance. Et en fait, quand on dit ting pak, ça veut dire profondeur et largeur. D'accord? Et ensuite, on dit kawa, difficile. Ça veut dire quoi? Il est difficile de pouvoir se représenter à quel point cela est vaste en largeur et en profondeur. D'accord? Vous voyez la construction? Elle est quand même très habile. Hein? Tingpa kawa. Tout simplement. Donc, Timpa Kawaichir et Tingpa Kawaichir. Donc là, on rentre dans l'analyse parce qu'on a vu tous les mots. Quasi, on n'a pas vu Madeloi, mais c'est pas grave. Si on dit Tingpa Kawaichir,
comment est-ce qu'on articule le chir avec le timpa kawa? Qui se lance? Bah, voyons. Ce serait pas un puisque surtout là. Si, puisqu'il est difficile de se rendre compte ou d'estimer la grandeur et la largeur et la profondeur de tout cela, c'est-à-dire de tout quoi? Bah, de toute l'activité incroyable des bodhisattvas, évidemment. Vous voyez l'idée? Hein? Parce que là, Eunkyang, bien que, cependant, voilà, Gyaltse Chöpa Lapchen Nam, donc, ces vastes activités des bodhisattvas, ces vastes activités, oui, on va dire ces vastes, ou on va dire ces immenses, ou ces incroyables activités des bodhisattvas, l'omen dade, ça veut dire quoi? Semblable à moi, pas semblable. Semblable à moi. Daja, si je prends juste daja, ça veut dire semblable à moi. Daja. Et donc, dade, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le dade? Pas le semblable à moi, ergatif. Yes, bravo! Donc, ça veut dire, dans ce cas, le sa. Par l'esprit inférieur semblable au mien. Eh yes, très bien. Très bien. Donc, évidemment, quelqu'un d'aussi stupide que moi, c'est ce qu'on est en train de vouloir dire. Disons, Gyaltse Tome Songpo, il est en train de, il fait profil très très bas face à la vastitude incroyable et insondable. On ne peut pas sonder le fond. Insondable. Donc, on ne peut pas savoir jusqu'où elles vont, ces activités des bodhisattvas. Donc, un être aussi borné que moi, du fait que je ne peux pas me représenter le caractère profondément insondable et immense, au-delà de toutes les limites des activités des bodhisattvas, etc. On est dans cette idée-là. Vous voyez? Après, le rendu en français, encore une fois, vous pouvez faire ça autrement. Mais en tout cas, l'articulation, c'est celle-là. D'accord? Eunkyang, les activités des bodhisattvas mirifiques. Quelqu'un comme moi a franchement limité, l'omen dade. Alors là, de ce fait, il est impossible, ou parce que je ne peux comprendre le caractère insondable de ces activités, puis ensuite, tac, tac, tac. Et tac, 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 ça veut dire le chir fait une articulation entre première partie et deuxième partie. Et la deuxième partie, qui me fait une petite analyse de la deuxième partie. Alors, Claudine, je ne l'ai pas du tout entendue. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie non plus qu'on entende trop aujourd'hui, ce qui est tout à fait OK. C'est juste, je tends une petite perche si tu as envie d'intervenir. J'ai du mal, par exemple, tu prends la troisième phrase. Moi, je fais donc contradiction, et ouais. Matériel, ne pas être lié, matériel, je sais pas. Ouais, c'est compliqué. Ça, c'est vrai, Madel, c'est très compliqué. C'est compliqué. Ouais. Moi, c'est... Ouais, je comprends. Alors là... des petites clés, moi. Complètement. Alors regarde, c'est très bien. Moi, j'aime bien quand il manque des petites clés, parce que ça me permet de reparler de la méthode. Pourquoi? Parce que ici, on a lasso. Lasso, c'est l'assopa. On est d'accord? Donc, là, on a tang. OK? Donc, en termes d'analyse, pour moi, avec les vieux réflexes qu'on a peut-être acquis, ou dont on se souvient, on sait qu'on a tang, on sait qu'on a lasso. Donc, en fait, tang, c'est une particule. Lasso, c'est un etc. de base. Donc, ça me fait penser à quoi? À une liste. D'accord? Pomme, poire, etc. Alors après, quand je sais que c'est une liste, même si je ne sais pas ce que veut dire Madel, je sais que Madel, c'est une entité de sens. D'accord? Et je sais que Gal, c'est forcément une entité de sens, à cause du tang. D'accord? Donc ça, déjà, ça permet de pouvoir quasi comprendre la situation. Pourquoi? Parce que tu peux dire, admettons que tu as compris contradiction, mais tu sais que c'est Madel, mais Madel, tu ne sais pas ce que c'est, donc ça reste un X. OK. Mais dans ce cas-là, tu peux dire contradiction
plus X, etc. Puis dans ce cas-là, tu es moins perdu parce que tu as identifié les éléments plutôt que de te dire ma del. Attends, mais pourquoi ma del? Parce que ma del, ça veut dire non lié, mais qu'est-ce que ça vient foutre ici avec contradiction? Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, ça veut dire que mon analyse, je la fais avec l'idée de trouver un rendu en français, tu vois. Donc, je perds un peu, du coup, la structure. Alors que la structure, elle me renseigne. La structure, j'ai mon segment ici, hop, hop, et puis là, j'ai une particule, et puis là, j'ai un etc. En plus, là, il y a une particule. Donc, ok, donc là, X, et donc là, X. X plus X, etc. Tout simplement. Et Madel, après, si on va regarder dans le commentaire, on voit que c'est le fait de faire des fautes de composition, c'est-à-dire on ne relie pas correctement des mots avec les autres. Donc je ne saurais absolument pas comment le dire, si ce n'est, comme je vous l'ai proposé ici, les contradictions et les manquements. Ça vaut ce que ça vaut. Contradiction, incohérence et autres erreurs. Incohérence va bien aussi. Dans le sens, et c'est peut-être même plus juste de dire incohérence d'ailleurs, dans le sens où ça veut dire madel, ça veut dire c'est des choses qui ne sont pas reliées entre elles. On pourrait dire c'est un problème de syntaxe. D'accord? C'est un problème typique de composition. Oui, Florence? C'est une question, pourquoi l'assaut n'est pas après n'y est pas? Pourquoi il n'y est pas et pas avant l'assaut? Écoute, moi je dirais que c'est assez simple. C'est que ici on est dans une liste. Hein. On est une liste avec un lasso pour dire etc. C'est-à-dire que la liste elle est loin d'être terminée. Ok? Donc on a pomme, poire, banane, fraise, gna 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 gna. Tu fais la liste de tous les fruits. Puis ensuite tu dis quoi? Ensuite tu dis niepetso. L'ensemble de ces fruits. Oui. D'accord? Pourquoi? Parce que n'y est pas, ça veut dire la faute. Donc, niepetso, l'ensemble des fautes. Donc, l'ensemble de ces erreurs, d'accord? Donc, la construction, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, on fait notre liste, puis après, on dit l'ensemble de ces erreurs, et puis ensuite, on conclut. D'accord? J'ai une question par rapport justement à la position du dang, parce que dans les listes, souvent, le dang est à la fin de la liste. À la fin, c'est... on nous dit ça quelquefois, mais après, on la retrouve... disons, à la fin... Quand il y a deux éléments, quelquefois c'est à la fin, quelquefois c'est entre les deux. Ouais. Disons, voilà. Si c'est à la fin d'une liste, en général, on dit tangche. 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 Parce que là, on sait que du coup, on termine notre liste. Mais bien sûr, il peut y avoir des usages différents du temps, là il n'y a pas de doute. Mais ici, c'est simplement que, là je ne saurais pas trop quoi dire d'autre, parce que en fait, la structure... Il y a le lasso qui continue, alors je pense que ce n'est pas de mettre le dang après le lasso. Non, là on peut pas, parce que si tu dis tang à la fin, ou tangche, plutôt tangche, mais bon, bref, tang ou tangche, dans ce cas-là, tu finis ta liste. Tandis que là, volontairement, il ne veut pas la finir, la liste. Parce qu'il aurait très bien pu dire « Kal tang madel tangche ». Et puis dans ce cas, il se serait arrêté. Mais là, il ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il dit « niepetso ». Parce que quand il dit « niepetso », ça veut dire l'ensemble de toutes les fautes, l'ensemble de toutes les erreurs. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire « Kal madel tang lasso niepetso ». Non, parce que dans ce cas-là, Gel Madel, ça changerait le sens, parce que ça serait, Madel pourrait faire penser que c'est Gal Madel, ça veut dire que ce n'est pas lié à des contradictions. Et donc là, ça ne marcherait pas. Okay. Non, parce que là, c'est vraiment des entités différentes. C'est Galois, Madelois, c'est vraiment des fautes. Tac, 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 tac. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Ok, merci. Mais pas de quoi. Donc voilà. Hein, on a donc le tir, on voit bien le tir qui articule donc la première partie, et de ce fait, hein, cet ensemble, à cause de ça, ou de ce fait, ou bon, voilà,
ou afin de, bon. Eh bien, l'ensemble de toutes ces fautes, là on a un petit aperçu de toutes ces fautes, eh bien, tampanam, et là, tampanam qui se parle tout seul. Et là, une petite explication sur la dernière phrase. Qui me donne cette explication? Thibaut, vous n'avez plus beaucoup de minutes. Hein. Thibaut, vas-y. Donc, tampanam, ça réfère au Gelsé. Yes, bien sûr. Les êtres saints. T'as le qui. Ouais. Eh bien là, je t'attends sur le qui, là, justement. Alors, comment tu comprends ça, toi? En fait, on demande au tampanam que ce soit eux qui soient acteurs de The Parze. Yes, donc, bravo. De nous prendre en patience, quoi. C'est très juste, de nous prendre en patience. Voilà, bravo, c'est très très bien. Vous voyez la différence du français? Je vous demande votre indulgence. Dans ce cas-là, c'est moi qui suis le demandeur. Je vous demande votre indulgence. Tandis que là, c'est très juste. Je vous demande de me prendre en patience. C'est-à-dire, on requiert l'action. C'est eux qui doivent avoir de la patience. D'accord? C'est pas juste moi qui suis demandeur. Et ça, c'est une construction très intéressante. Et là, c'est presque une illustration magnifique de l'ergatif. Parce que l'ergatif, forcément, se réfère à ce qui précède. Il peut pas. Ça peut jamais être autrement. Donc, dans ce cas-là, c'est clair. Ça veut dire que c'est les tampanam, c'est les êtres saints qui sont, eux, pleins de mansuétude, pleins de compréhension, pleins de patience. Donc, je vous demande de faire preuve de patience. Pas de problème, Myriam. À bientôt. Merci d'être là, d'avoir été là. Donc, je vous demande de faire preuve de patience. Donc, toutes les constructions, encore une fois, le rendu, c'est égal. Par contre, le rendu, au-delà de « je vous demande de faire preuve de patience, je requiers votre mansuétude », là, vous pourrez le dire que vous voulez, finalement. Par contre, le sens du « kayatake geguki saki », ça, il doit être là. Parce que, en tout cas, idéalement. Pourquoi? Parce que là, c'est une manière, c'est une tournure des choses en tibétain qui est précise. Elle est précisée ici. C'est bien, voilà, c'est pas « s'il vous plaît, excusez-moi ». Non, je vous demande de me regarder avec patience. Je vous demande de me considérer avec patience. D'accord? Donc voilà, c'est simple, mais il fallait le trouver. Donc je t'attendais là. Et donc c'est bien, tu as relevé le truc, c'est parfait. Très bien. Juste un truc, je peux ouais, je t'en prie, bien sûr. Redis-voir, j'ai pas bien... Ah oui. Alors, dze, très bien. Alors, ze par che, ça pourrait être la même chose. Dze, c'est l'honorifique de che, le fait de faire. Dzepa, est-ce que ça vous dit quelque chose? Dzepa? Je crois qu'on l'a déjà vu dans les sens passés. Bien sûr qu'on l'a vu. Dzepa, c'est les œuvres, c'est les actes. Hein, c'est les actes du Bouddha, par exemple. Hein. Quand vous voulez parler d'actes extraordinaires, de personnes saintes ou de personnes exceptionnelles, vous diriez, dans ce cas-là, vous dites Dzepa. Hein, vous dites Dzepa, les œuvres dans le sens les actions, les grandes œuvres. Hein. Vous dites pas Che ou Chawa, vous dites pas Chawa. Pour ça que c'est traduit par accord des mots. Oui, bien sûr, parce que ça, encore une fois, Florence, on sera toujours dans ce problème. Et je comprends qu'il t'interpelle, mais c'est le problème du rendu, ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on veut le traduire littéralement, on dit quoi? On dit, alors, ze par ze, si on prend ze par ze, ça veut dire faire avec patience. Littéralement, faire avec patience. Donc, faire avec patience, ça veut dire, faire avec patience. Si je fais avec patience, qu'est-ce que je suis en français si je fais avec patience? Je suis, par exemple, pondéré. Je suis, bref, on trouvera un équivalent. Parce que là, on est dans un synthème verbal. C'est-à-dire qu'on utilise la construction que vous connaissez maintenant, facile, par, hein, qui sert à relier ze et ze. Donc, ze par ze. On trouvera ça tout le temps dans les formes classiques, d'accord? Donc là, on a construit un verbe. Hein, c'est un syntagme verbal.
Donc on a construit un verbe. Et le verbe, c'est faire avec patience. Donc on vous demande de ne pas péter les plombs, quoi, en fait. Vous faites ça patiemment. Hein, vous nous regardez avec grande patience. Ben, c'est exactement ça. C'est le contraire que de faire les choses d'une manière excitée. On fait les choses là avec beaucoup de patience. C'est cette patience des bodhisattvas qui est requise. C'est cette compréhension des bodhisattvas qui est requise. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est de voir que la patience, là, elle repose sur la compréhension de qui je suis, c'est-à-dire de mes erreurs. Donc, on demande aussi non seulement une patience, mais on pourrait dire une mansuétude, c'est-à-dire de regarder avec beaucoup de compréhension ce qui se produit dans un esprit aussi inférieur que le mien. Oui, Claudine. Jean-Marc, oui, moi, j'ai pas the pas, j'ai the pas, des tout. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, ça me faisait je prie. Ah, avec patience. De pratiquer la patience. Ah, non. The pas avoir deux verbes. Ah ben, c'est-à-dire, the pas, c'est la patience. The pas, c'est la patience. Donc ça, c'est pas du tout un verbe. The pas, c'est la patience. Non, après, et après. Après, ze, c'est un verbe aussi. Quoi, c'est un verbe, ze. C'est le verbe faire. Okay. Et puis, dans ce cas-là... Ah oui, bon, alors après, tout seul, bon, d'accord. Tout seul, c'est autre chose. Mais si tu veux, tout seul, ça, c'est la requête. Ze par ze par ze, c'est le verbe. Après, ça, c'est la formule. Donc, quand tu dis tout seul, ça veut dire je vous requiers de. Comme c'est vrai que j'ai pas souligné ça. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais ça se rajoute après. La construction du syntagme verbal, c'est ça. C'est ze par ze. Tu vois, Claudine, l'idée? Mais le par à par, ça c'est super. Je me demandais si le tout, le latin pouvait pas être relié les deux verbes. Non, c'est pas possible. Non, ça c'est simplement the par ze, si tu veux, the par ze, ça c'est le groupe de mots. Puis après tu as tout seul parce que c'est la manière de dire, c'est la manière de requérir. Hein, tout simplement. Non. Là, du point de vue grammatical, évidemment, tout, parce que ça se rapporte à ça, on est d'accord. Mais disons, ça c'est quand même une espèce de formule pour requérir n'importe quoi. Tu fais une demande. Quand tu fais une demande, tu mets seul à la fin, de toute façon. Et puis, il faut bien relier seul avec the par ze. Donc, the par ze tout seul. Bon, mais ça, c'est la formule. Mais vraiment, c'est the par ze qu'il faut regarder comme construction. Surtout. Disons, ça, le tout seul, tu le retrouveras dans 15 constructions. Ça sera systématique, en fait. Il n'y a pas de grande surprise sur cette construction-là. Dans la traduction du titre, c'est requérir. Alors, moi, disons, c'est moi qui ai mis requérir, hein, parce que je me suis dit, voilà, c'était bon. Mais encore une fois, un gallois par seul, the seul, c'est une requête d'indulgence. Encore une fois, mais ça, c'est une manière de le comprendre. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment le dire comme ça, requérir l'indulgence? On pourrait le dire, considérer avec patience. Ça marcherait très bien aussi. Hein. Ça, encore une fois, pour moi, c'est un problème juste de rendu. Pour nous, ce qui importe, vu qu'on fait du tibétain, c'est de comprendre comment eux, les Tibétains, disent les choses. Après, la traduction, oui, ça nous importe, mais pas directement. Considérer avec patience, ça marcherait très bien comme titre aussi. Je ne sais pas pourquoi il m'est venu requérir l'indulgence, mais moi, j'aurais pu penser à autre chose. Mais l'un et l'autre sont justes. Hein. Littéralement, c'est peut-être plus facile de demander avec patience. Demander d'observer les fautes avec patience. Ou bon, après, mais ça, de nouveau, ça sera juste trouver un titre qu'on considérait juste par rapport, on pourrait discuter des heures là-dessus, évidemment, sur pourquoi on a choisi ça ou pas, ça. Voilà. Ok. Très bien, on a été au bout de cette strophe. Magistralement. Ça va? Vous avez tout compris? C'est dans la poche? Hein? Bon. Ok. Alors, on va arrêter là et puis on se retrouve bientôt. Hein, normalement, je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est la semaine prochaine. On termine avec une dédicace.
Sonam diye tamche zilbane tumne nyebe dranam pamjene kega nache balab tupai sibe tsolendo wandolwara isho. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci de votre présence. Et merci à vous. Et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Voilà.